Bonjour et bienvenue. Alors quand on pense au retour de la monnaie au Moyen-Âge, on a tout de suite en tête des images de villes animées, de marchés, peut-être de banquiers. Mais si je vous disais que la véritable histoire, elle, a commencé bien loin de tout ça, au cœur des campagnes, dans le silence des champs, on va voir que l'origine de ce grand bouleversement est assez surprenante. Oui, parce que l'idée reçue, c'est que les villes ont réveillé l'économie monétaire. Mais en réalité, c'est une erreur de chronologie. Le véritable moteur du changement ne se trouvait pas dans les comptoirs des marchands, mais il était littéralement ancré dans la terre, au centre d'une révolution agricole discrète mais fondamentale. Pour bien comprendre, il faut faire un petit retour en arrière jusqu'à Charlemagne. Son héritage le plus important pour notre sujet, ce n'est pas une montagne de nouvelles pièces de monnaie. Non, c'est quelque chose de bien plus abstrait mais d'essentiel. Il a mis en place un langage commun pour compter. Sa grande réforme, elle est donc comptable avant d'être monétaire. Il a créé en quelque sorte une grammaire des chiffres commune à tout l'Empire. Le but n'était pas de faire circuler plus de pièces, mais de s'assurer que d'un bout à l'autre de ces terres, tout le monde calculait les impôts, les amendes, les contrats de la même manière. Après l'effondrement de son empire, ce langage comptable, lui, a survécu. Le problème, c'est que plus personne n'avait de raison de l'utiliser. Les domaines vivaient en quasi-autarcie, il n'y avait quasiment pas de surplus, donc très peu d'échanges. L'économie était pour ainsi dire muette, et la monnaie, elle, dormait. Et le réveil ne va pas venir des rois ou des princes. Il va venir de la terre elle-même, à travers toute une série d'innovations techniques dans l'agriculture qui vont s'accumuler lentement à partir du Xe siècle. La première grande innovation, c'est l'assolement triennal, une petite révolution en soi. En ne laissant plus qu'un tiers des terres en jachère au lieu de la moitié, on augmente la production, on diversifie les cultures et on réduit le risque de famine. Et surtout, pour la toute première fois, on commence à produire un surplus agricole de manière régulière. Ensuite arrive un outil qui va tout changer, surtout dans le nord de l'Europe, la charrue lourde. Contrairement à l'ancienne araire qui ne faisait que gratter la surface, celle-ci retourne en profondeur les sols lourds et argileux. Résultat, des terres jugées inutilisables deviennent soudainement productives. La surface agricole explose. Mais pour tirer cette nouvelle charrue, il fallait un moteur plus puissant que le bœuf. Et ce moteur, ça va être le cheval. Ce qui a rendu ça possible, c'est une autre invention géniale, le collier d'épaule. Une idée toute simple qui empêche d'étrangler l'animal et qui démultiplie sa force de traction. D'accord, donc on a toutes ces innovations qui, mises bout à bout, créent quelque chose de complètement nouveau à cette échelle, un surplus agricole constant. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette nouvelle abondance va créer ses propres problèmes. Avant de voir lesquels, juste un petit rappel du système d'exploitation qui était en veille, hérité de Charlemagne. Le fameux système livre sous denier. Souvenez-vous, ce ne sont pas des pièces, mais des unités de compte. Un livre vaut 20 sous et un sou vaut 12 deniers. C'est le cadre de calcul qui va permettre à l'économie de redémarrer. Et là, on touche à un point absolument crucial. Il faut être très clair. Cette nouvelle richesse, elle ne profite pas directement aux paysans qui la produisent. Non, ce surplus est immédiatement capté par les seigneurs et par l'Église, sous forme de rente. Ce sont donc les élites qui se retrouvent avec des quantités énormes de grains, de vin, etc. sur les bras. Et pour ces seigneurs, ça devient un vrai casse-tête. Comment faire pour échanger des centaines de sacs de blé contre des outils, des services ou des produits de luxe? Le troc, à cette échelle, devient un cauchemar logistique. C'est le vieux problème de la double coïncidence des besoins, mais puissance 1000. C'est donc ce problème très concret, cette nécessité pratique de pouvoir échanger la valeur de ces surplus qui va créer une demande extrêmement forte pour un intermédiaire universel. La monnaie ne revient pas parce qu'un roi l'a décidé, elle revient parce que l'économie réelle, sur le terrain, en a désespérément besoin. Donc, si on récapitule cette première grande étape, l'innovation agricole crée un surplus constant. Ce surplus est capté par les seigneurs. Face à cette abondance, le troc ne fonctionne plus. Et de cette impasse naît un besoin vital, organique, pour un moyen d'échange efficace, la monnaie. Mais le retour de l'argent ne va pas seulement fluidifier le commerce, il va déclencher une transformation bien plus profonde qui va changer la nature même de la société et du pouvoir. Progressivement, les obligations féodales, qu'on payait avant en journée de travail ou en livrant une partie de sa récolte, vont être remplacées par des paiements en argent, une rente monétaire fixe. Et ça, ce n'est pas un petit changement, ça a une conséquence énorme. La terre elle-même change de statut. D'une simple source de subsistance, elle devient un actif financier. Elle devient une forme de capital pour la classe des propriétaires, quelque chose qui génère un flux de revenus en argent. Ce processus porte un nom, la monétisation. C'est la conversion des relations sociales, des obligations de travail, de loyauté, en simples transactions financières. Ça reconfigure entièrement les rapports de force entre les seigneurs et les paysans et la nature même du pouvoir. Le résultat très tangible de tout ça, on le voit sur cette carte. L'économie, qui était confinée à une petite zone bœuf, hyper locale, s'élargit.
Grâce au cheval, plus rapide et endurant, les biens peuvent voyager plus loin. Les marchés locaux commencent à se connecter entre eux, créant des circuits économiques plus vastes. En résumé, la révolution silencieuse des champs a bel et bien réveillé la monnaie, mais on a vu que la richesse générée a été captée par une petite élite. La question qui se pose maintenant est donc la suivante. Où tout cet argent a-t-il commencé à s'accumuler? Et quel nouveau monde a-t-il permis de construire? C'est ce que nous explorerons la prochaine fois.